Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du travail dans tous les sens. C'est un travers très français que d'opposer travail manuel et travail intellectuel, comme si l'un était réservé à une élite et l'autre à ceux qui n'ont pas d'autre choix. Alors pourquoi le travail manuel a-t-il depuis tant d'années une si mauvaise image en France? Pourquoi est-ce que malgré les campagnes des différents gouvernements, on ne parvient pas à revaloriser ces métiers? Que faut-il changer? C'est à vous, messieurs, que je vais poser la question. Joseph Tonnel, bonjour. Bonjour Priscilla. Vice-président de la CFTC, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Joseph, pourquoi est-ce qu'en France, le travail manuel a une image aussi dévalorisée? Déjà, qu'est-ce que le travail manuel peut-être? Comme le nom l'indique, c'est normalement ce qui se fait avec les mains. Souvent, c'est associé à des métiers physiquement difficiles et en opposition au travail intellectuel. Personnellement, je préférerais la définition qui nous dit que c'est le travail qui fait appel à l'intervention active de l'homme par rapport à un travail automatique. Il faudrait qu'on réfléchisse à cela. Dans ce cas-là, tout est travail manuel presque. Est-ce que tout travail de l'homme n'est pas à un moment donné un travail manuel? On arrivera peut-être à cette conclusion. Ça devient très philosophique, je trouve, cette émission. En France, il y a une dévalorisation certaine du travail manuel, sans doute pour plusieurs raisons. Une des principales, à mon sens, aujourd'hui en tout cas, c'est que la formation de nos élites, notamment, je pense aux énarques, passe uniquement par des travaux intellectuels. Pour rentrer à l'ENA, c'est travail intellectuel, les études, c'est travail intellectuel. Et du coup, il y a une méconnaissance pour des gens qui sont formés de façon à la fois solide et difficile. L'ENA, c'est pas facile non plus, le concours de l'ENA. Mais ils sont totalement déconnectés de la connaissance du travail manuel. Et on leur mettrait une petite épreuve un peu manuel, est-ce que le manuel, ce n'est pas un manque d'intelligence? La main n'agit pas toute seule. Si elle fabrique quelque chose avec intelligence, c'est parce qu'il y a un cerveau qui le commande. Et sans doute faut-il expliquer cela à nos élites. En fait, c'est ça le travers, c'est qu'on se dit, ceux qui sont manuels ne font pas fonctionner leur intelligence, ne réfléchissent pas, n'ont pas de réflexion élaborée. Ça, c'est ce qu'on dit en fait, c'est l'image qu'on a du travail manuel. Oui, mais je crois que c'est culturel et que ça prend sa source non pas ces dernières années, après la création de l'ENA, comme voudrait le laisser entendre Joseph, mais je me suis renseigné, je me suis aperçu qu'au Moyen-Âge, nous étions déjà dans ce travers-là. C'est-à-dire que le travail dit manuel était dévalorisé par rapport aux arts, la littérature, et il a fallu le siècle des Lumières, et notamment Diderot et Rousseau, pour tenter de restaurer justement le travail manuel. Alors, je fais juste citer une phrase de Diderot: « Rendons enfin aux artistes, c'est-à-dire aux travailleurs manuels, la justice qui leur est due. Les arts libéraux se sont assez chantés eux-mêmes. Ils pourraient employer maintenant ce qu'ils ont de voix à célébrer les arts mécaniques. Quant aux arts libéraux à tirer les arts mécaniques de l'avilissement, où le préjugé les a tenus si longtemps, les artisans se sont crus méprisables parce qu'on les a méprisés. Apprenons-leur à mieux penser d'eux-mêmes. » Les artisans se sont crus méprisables parce qu'on les a méprisés. Apprenons-leur à mieux penser d'eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, Jean-Eudes, les artistes étaient considérés comme des manuels, ce qui ne sont plus considérés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, cette classification, elle change, elle évolue. Oui, et je pense que l'un des responsables, c'est l'éducation nationale. Après l'ENA, l'éducation nationale... Non, avant l'ENA. C'est-à-dire, mais ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire on a considéré que l'ascenseur social passait par les études, et donc des études intellectuelles, et en dehors des études les plus longues possibles, il n'y avait peut-être pas de salut. Et je pense que ça a beaucoup pesé dans notre culture, l'héritage de nos prédécesseurs, non pas au siècle dernier, mais celui d'avant même, et aujourd'hui on se retrouve à devoir ramer pour restaurer ce que des décennies de valorisation de la culture, des études, a fait comme dégâts. Mais encore une fois, ça partait d'un bon sentiment. Je suis presque en accord avec Jean-Eudes, sauf que quand je parlais de l'ENA, l'ENA, je parlais de cette accélération récente. Après, effectivement, c'est plus ancien. Moi, je pense que les Lumières sont grandement responsables, parce que, par exemple, au Moyen-Âge, quand je vois la spiritualité monastique de Saint-Benoît, c'est absolument l'équilibre entre le travail manuel et le travail spirituel. Et les moines qui ont fait en grande partie notre pays et notre civilisation ont équilibré les deux et nous ont bien présenté l'équilibre des deux. En fait, c'est les Lumières et de la déchristianisation qui nous ont amené cette ségrégation. Pire que ça, ils nous ont amené la loi Le Chapelier, qui a été la grande misère du peuple ouvrier. Et ensuite, comment on considère
les ouvriers comme ceux qui sont forcément dans la misère. Ce que Marx appelle l'open prolétariat. Je rappelle juste que ce bourgeois de Marx a refusé la main de sa fille à un brave jeune homme parce qu'il était ouvrier. Et ça te lasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le 19e siècle, issu des Lumières quand même, c'est celui qui, au niveau social, sur ces métiers, a sans doute été le plus dur. Oui, mais Diderot et Rousseau, justement, voulaient revaloriser le travail manuel. Ils n'étaient pas tous d'accord au niveau non, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est vrai que les moines avaient obligation de travailler aussi de leurs mains, et de ne pas uniquement se restreindre à la prière et au travail intellectuel. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'éducation nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand un professeur, un directeur, quelqu'un qui oriente un enfant propose à des parents, en leur disant que leur enfant voilà, le système général ne leur convient pas, il faut peut-être l'orienter vers une branche professionnelle. En général, c'est mal accueilli, c'est mal vécu par les parents. C'est qu'il y a quand même cette image-là, alors qu'il y a des métiers qui sont magnifiques dans l'artisanat et qui des métiers qui permettent de bien gagner sa vie. Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté à voir ces métiers manuels aussi Mais justement, mal. Parce que les instituteurs et les enseignants mettaient leur performance dans l'avancement de leurs élèves vers de meilleures connaissances, etc., et sans se soucier peut-être de ce qu'ils allaient en faire plus tard. Et, moi, j'ai été frappé par la réticence de beaucoup d'enseignants au développement de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage d'alternance, ça fait plus débat, tout le monde est pour, hein, je crois. Oui. Mais j'ai en souvenir, il y a une vingtaine d'années, pour avoir essayé avec des enseignants de développer l'apprentissage, qu'il y avait beaucoup de réticence parce que c'était, à ce moment-là, un échec. C'était leur propre échec, peut-être, d'ailleurs. Mais en tout cas, il fallait ramer. C'est le mythe du diplôme en France. Alors, je ne dis pas que le diplôme est inutile. C'est comme le mythe du bac, quoi. Mais le bac, c'est pas mal parce que c'est ce qui reste dans la société pour faire une rupture entre l'âge de l'enfant et l'âge adulte. Hein. On n'a plus rien d'autre. Et c'est bien de marquer des ruptures, des passages. Il y a une force symbolique dans le bac qui est, à mon sens, supérieure à la notation. Mais ce mythe du diplôme à tout prix, c'est ignorer que la connaissance, c'est aussi la connaissance de l'artisan, de l'ouvrier. Il a des connaissances. Celui qui fabrique un escalier, il ne le fait pas sans connaissance intellectuelle. Surtout qu'un CAP, c'est un diplôme extrêmement intéressant. On a aussi un désengagement de nos institutions. Regardez le lycée Louis le Grand, voie royale, très bien placé, Sorbonne et Panthéon en face, magnifique. Imaginez l'absence d'un professeur de maths à Louis le Grand pendant 3 mois. Inconcevable. Vous vous mettez au BTS de Vitry-sur-Seine, alors ça gêne plus personne. Là, il y a une responsabilité forte de nos autorités. Pourquoi laisser en déliquescence ces absences dans des endroits où ce sont ceux qui vont faire un BTS, qui est déjà pas mal d'ailleurs, ce qui est déjà bien. Vous imaginez pour un CAP... Ça ouvre plein de métiers et ça permet de gagner sa vie et de s'épanouir. Et on s'aperçoit très bien qu'il y a 2 traitements différenciés. Déjà, le traitement géographique. Moi, je rêve qu'il y ait des établissements un peu plus nombreux qui forment des gamins au CAP, qui soient dans les beaux quartiers de la capitale. Mais ça existe, hein, notamment dans les écoles privées. J'ai dit plus nombreux. Ouais. J'ai parlé de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour revaloriser cette image? Vous parlez de l'apprentissage. Oui. C'est sûr que elle a meilleure presse, l'apprentissage, l'alternance. C'est pas encore tout à fait ça quand même. Hein. Non, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins déconsidéré. C'est-à-dire un jeune qui s'engage dans une formation en alternance, il ne le cache pas, il n'en a pas honte, il peut même en être fier parce qu'il a une ouverture qui est différente. Et, enfin, moi, tous mes enfants, je crois, ont fait au moins une année de formation en alternance. En général, les enfants adorent, les étudiants, parce que ça permet de mettre en pratique ce qu'on apprend. Mais je voudrais insister sur une autre raison qui est plus récente, c'est la dévalorisation des formations d'ingénieurs par rapport aux formations de gestion, de management, en réalité de finance. Et les formations d'ingénieurs, c'est pas manuel, mais c'est très technique. L'école centrale de Paris, ça s'appelle l'école centrale des arts et manufactures. Il y a l'école des arts et métiers, les ponts et chaussées. Il y a vraiment du concret derrière tout ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit pendant des années, ça a été le triomphe des écoles de commerce qui se sont développées. Et en fait, on a la voie facile, en fait. Oui, mais moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un retour, et notamment à cause du retour des mathématiques.
Parce qu'aujourd'hui, dans le numérique, l'intelligence artificielle, c'est pas un sujet d'informatique. L'intelligence artificielle, c'est un sujet de maths, tout simplement. Et j'espère que l'arrivée de l'intelligence artificielle va consacrer le retour des mathématiques. Et donc, sans doute des ingénieurs. On verra si vous avez raison. Joseph a raison. Les ingénieurs, c'est aussi la science du concret. Ils savent très bien que quand ils pensent quelque chose qui doit être fabriqué et réalisé, on a besoin de personnes qui font les bonnes soudures, qui emploient les bons matériaux, et donc il y a un lien direct avec le travail manuel. Alors que dans les métiers de la finance ou chez les commerciaux, on en est très loin et très dégagé. Et leur prééminence dans ces nouvelles années, donc Joël est d'accord avec moi que ça s'est accéléré, Oui. et je suis d'accord avec lui que les mentalités sont en train de changer et qu'effectivement, aujourd'hui, un certain nombre de filières sont revalorisées, notamment celle de l'alternance, et c'est bien. D'autant que ce sont des filières où il y a des débouchés quasi automatiques. Alors, il y a des débouchés, il y a des métiers avec à la fois du travail et des salaires tout à fait convenables. Lesquels, par exemple On voit très très bien qu'on a besoin chez Airbus de bons soudeurs, ils en ont besoin. Et donc, il y a des filières qui se créent parce qu'il y a des métiers et c'est dans des conditions de travail tout à fait acceptables, avec des rémunérations acceptables. Cela dit, il y a un certain nombre de métiers qui sont des métiers dits manuels, qui sont sous-payés et donc qui ne vont pas attirer les gens. Quand je suis serveur dans un café ou dans un restaurant, c'est un travail difficile, souvent à des horaires atypiques, et qui n'est pas très bien rémunéré. Et puis, un travail qui est à la fois manuel, mais aussi intellectuel, mais en tout cas très humain, c'est tous ceux qui s'occupent dans les EHPAD des personnes âgées. C'est très mal considéré par la société, très mal rémunéré. Moi, je veux remercier les petites sœurs de Salon de Provence qui ont accompagné ma mère jusqu'à la fin de sa vie, avec beaucoup d'humanité. Je ne sais pas si c'est un travail intellectuel, mais c'est un travail indispensable, absolument pas considéré par la société. Donc, si je comprends bien, on arrive au terme de cette émission, messieurs, il faut reconsidérer l'image, et ça passe aussi par une revalorisation des salaires. Il faut travailler encore plus dans ce chemin de l'alternance, de l'apprentissage. Je ne suis pas sûr que ce soit les salaires qui soient le principal frein, parce qu'il y a des très bons artisans qui gagnent très bien leur vie, parce qu'ils sont doués et travailleurs. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.